Bitcoin est l'un des actifs les plus performants de ce siècle. Depuis plus de 10 ans, il a connu une ascension presque ininterrompue. Mais à mesure que son adoption grandit, vous avez vu, les enjeux deviennent colossaux. Aujourd'hui, l'écosystème Bitcoin est exposé à des risques majeurs. On va pas se mentir. Premièrement, avec des effets de levier excessifs, une concentration des avoirs, une pression politique et du minage centralisé, des attaques quantiques ainsi que les risques macroéconomiques. Tout ça fait que Bitcoin aujourd'hui est un actif à haut risque. Et je vais te détailler ces menaces une par une, t'expliquer à quel point elles sont crédibles et surtout ce qu'elles pourraient provoquer si elles se concrétisent. Et crois-moi, si tu détiens du Bitcoin, c'est une vidéo que tu ne peux pas te permettre d'ignorer. Allez, c'est parti. Le Bitcoin, on le sait, c'est l'un des actifs les plus performants de notre époque. Mais derrière cette performance historique, il y a une réalité qu'on oublie souvent. Plus l'actif monte, plus les enjeux montent avec lui. Et parmi ces enjeux, il y a un classique des marchés financiers. On appelle ça le levier. Et sur ce cycle, c'est peut-être l'un des risques les plus dangereux pour Bitcoin. Alors, c'est quoi le levier ici? En fait, c'est quand des détenteurs de Bitcoin utilisent leur Bitcoin comme collatéral pour emprunter souvent des stablecoins afin d'investir encore plus. Dit autrement, en fait, tu poses ton Bitcoin pour aller chercher du rendement ailleurs, souvent sur des altcoins ou pour rebooster ton exposition, sauf que si le marché se retourne, tu risques de tout perdre plus vite que prévu. Historiquement, ce genre de prêt était réservé aux investisseurs institutionnels, mais depuis 2021, la donne a complètement changé. Ce genre de levier s'est démocratisé dans deux mondes. Premièrement, la finance centralisée, comme par exemple Coinbase ou Strike, et aussi sur la finance décentralisée, avec des protocoles comme Aave ou Maker, que vous connaissez certainement. Et ce n'est pas juste une tendance anecdotique, hein. Et voici quelques exemples très récents. En janvier, Coinbase annonce le lancement de prêts en USDC garantis par du Bitcoin. En mars, Xapo Bank s'est lancé sur le même créneau. En avril, Strike annonce des prêts Bitcoin collatéralisés pouvant aller jusqu'à 1 milliard de dollars. Et Cantor, un poids lourd de la finance, lance un produit similaire avec une capacité initiale de 2 milliards de dollars. Donc vous voyez un petit peu le truc venir. C'est une explosion du crédit crypto boosté par la légitimité des acteurs qui les proposent. Mais attends, ce n'est que le début. Un rapport de Galaxy Digital révèle que Tether, oui le fameux émetteur de l'USDT, représenterait près de 75% de tout le marché du prêt en finance centralisée. Et comme Tether est très probablement interconnecté avec des acteurs comme Strike et Cantor, il y a de fortes chances que tout ça soit bien plus imbriqué qu'on ne l'imagine. Parlons maintenant de la finance décentralisée cette fois. Là aussi c'est massif, hein. Il y a plus de 166 000 bitcoins qui sont utilisés comme collatéral dans des protocoles décentralisés. Alors pourquoi cette montée soudaine? En fait, grâce à l'émergence de solutions comme Cbitcoin, la version vous savez de Bitcoin développée par Coinbase, Cbitcoin rend l'utilisation de Bitcoin en DeFi aussi simple qu'un USDT. Et forcément, ça a ouvert les vannes. Et voici ce que ça implique. Quand tu vois autant de Bitcoin utilisés comme collatéral, ça veut dire qu'il y a un mur de levier qui soutient artificiellement le marché. Et ce levier, il agit comme un amplificateur. Premièrement, à la hausse, sous forme un petit peu de carburant, mais aussi à la baisse sous forme de dynamite. Parce que le moment où les appels de marge se déclenchent, c'est trop tard. Tout ce qu'il faut, c'est un choc exogène, un crash soudain, une annonce gouvernementale, un bug, enfin peu importe. Et là, les protocoles liquides enchaînent. Et cette fois, ce sont les particuliers qui risquent de déclencher la mèche. Parce que les outils sont devenus accessibles à tous. Tu poses ton Bitcoin sur une app mobile, tu empruntes en 2 clics, et si ton collatéral chute, tout est vendu. Mais ce n'est que le premier domino. Parce que ces liquidations retail peuvent entraîner des ventes forcées d'institutions qui ont elles aussi contracté des prêts adossés à du Bitcoin. Et là, c'est l'effet boule de neige. Chute du prix, vente en panique, liquidation en chaîne, perte de confiance et potentiellement même une correction bien plus violente que ce que le marché anticipe. Le vrai problème en fait, c'est qu'il est impossible de savoir combien de levier a été injecté dans le système. On peut estimer évidemment les grandes lignes, mais une grosse partie est opaque, surtout en finance centralisée. Et c'est ça qui rend ce risque si dangereux. On ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le prévoir, mais on sait que le risque est là. Vous avez vu, quand on pense au risque du Bitcoin, on évoque aussi souvent la volatilité, les régulations ou encore les bugs de protocole. Mais il y a un risque beaucoup plus sournois. On appelle ça la concentration des avoirs. Et ce risque ne vient pas forcément de là où tu l'attends. Étrangement, ce ne sont pas les baleines historiques ou les exchanges centralisés qui posent le plus grand danger ici, mais bien un autre phénomène, le wrapping massif du Bitcoin. Et surtout, sa croissance à travers la DeFi. Certains estiment qu'à la fin de ce cycle, on pourrait voir jusqu'à 1 million de Bitcoin wrappés, c'est-à-dire tokenisés pour être utilisés sur d'autres blockchains.
souvent par exemple Ethereum. Et là, imagine le scénario, un bug majeur, un exploit ou un hack sur un protocole DeFi qui détient une quantité massive de bitcoins tokenisés. Résultat, ces bitcoins sont soit dérobés, soit perdus, leur équivalent sur la blockchain est brutalement liquidé et la valeur collatérale de tout l'écosystème s'effondre. Un seul point positif ici, c'est la majorité des bitcoins wrappés sont encore centralisés avec WBitcoin, C-Bitcoin, etc. Donc dans un scénario extrême, ces entités peuvent geler ou bloquer les fonds concernés. Mais attention, cette forme de centralisation pose elle-même problème, car si quelques entités concentrent tous les bitcoins wrappés, elles contrôlent indirectement une partie critique du marché. Mais surtout, le vrai danger de concentration vient du côté traditionnel, donc de la finance centralisée. Et là, il y a un nom qui revient tout le temps, MicroStrategy. Tu les connais sûrement, c'est cette entreprise qui a construit sa marque autour de l'accumulation massive du bitcoin. Elle a levé des milliards de dollars via des actions et des obligations, uniquement pour acheter encore plus de bitcoin. Jusqu'ici, on pourrait se dire, parfait, ils sont bullish. Mais dans un document publié en avril 2025 à la SEC, ils annoncent quelque chose d'inquiétant. Une baisse significative de la valeur de nos avoirs en bitcoin pourrait compromettre notre capacité à honorer nos obligations financières. Si nous ne parvenons pas à lever des fonds via actions ou dettes, dans des délais acceptables ou à des conditions favorables, nous pourrions être contraints de vendre du bitcoin. En clair, s'ils sont bloqués, ils vendront. Et là, ça devient encore plus critique. C'est que MicroStrategy n'est pas seul. Il y a toute une série d'entreprises cotées ou même privées qui ont adopté une stratégie similaire. Émettre de la dette pour accumuler du bitcoin, construire leur image sur cette accumulation et espérer que le cours du bitcoin couvre tout ça. Mais si le marché se retourne violemment, ces entreprises seront parmi les premières à devoir liquider. Et c'est là que MicroStrategy pourrait se retrouver coincée. Pas parce qu'elle est en difficulté, elle a déjà survécu à un bear market, mais parce que les autres vont vendre avant elle, ce qui va forcer ses propres modèles à s'effondrer. Et là, la boucle est bouclée. Des entreprises vendent pour survivre, le prix chute, les obligations de MicroStrategy deviennent plus lourdes et elle pourrait devoir vendre aussi. Tu vois un petit peu le système et le risque derrière tout ça. Même si seulement quelques entreprises parmi celles qui détiennent du bitcoin devaient vendre sous pression, cela suffirait à créer un mouvement de panique. Selon nos dernières estimations, aujourd'hui plus de 1 million de bitcoins sont entre les mains d'entreprises, que ce soit public ou privé. C'est énorme et personne ne peut vraiment prédire qui craquera en premier. Autre point, ces ventes massives pourraient dégrader les garanties dans les systèmes de prêt et DeFi. Et là, on revient au problème de la partie 1 que j'évoquais tout à l'heure. Si le prix du bitcoin dégringole, les collatéraux s'effondrent et une nouvelle vague de liquidation automatique s'enclenche, faisant chuter encore plus le marché. Et ce qui est fascinant et dangereux dans ce scénario, c'est qu'il est invisible en surface. On voit le prix du bitcoin, les news, les tweets, mais personne ne sait vraiment où sont les lignes de rupture. C'est-à-dire qui est trop exposé, qui a trop emprunté, qui vendra en premier sous pression. Et c'est ça le vrai problème du risque de concentration. Il est structurel, systémique et quasi impossible à anticiper. Jusqu'à récemment, on considérait Bitcoin comme un actif hors système, neutre, décentralisé. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que Bitcoin est en train de devenir profondément politique. Et cette politisation est un risque majeur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elle peut entraîner des rejets massifs, des manipulations, voire des représailles à l'échelle géopolitique. Prenons un exemple très concret. Donald Trump. Depuis son retour médiatique, Trump ne se contente plus de parler de Bitcoin, il agit. Voici ce qu'il a mis en place ces derniers mois. Il a lancé son propre memecoin, il a publié une collection NFT, il a promis le lancement d'une stablecoin et même d'un protocole DeFi, mais surtout, Trump Media, son entreprise, a levé près de 2,5 milliards de dollars pour acheter du Bitcoin et en faire une trésorerie stratégique. Et ce n'est pas fini. En mars 2025, il a signé un décret présidentiel pour établir une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. L'objectif officiel, c'est de faire de Bitcoin un actif de valeur, encourager les institutions publiques à en détenir aussi, et accumuler plus de Bitcoin sans dépenser d'argent fédéral. À première vue, c'est une avancée énorme, bien sûr, pour l'adoption institutionnelle du Bitcoin. Mais creusons une seconde, car en positionnant Bitcoin au cœur de sa stratégie politique, Trump fait entrer Bitcoin dans l'arène des conflits. Imagine 2 secondes la réaction de ses opposants politiques. Les démocrates pourraient remettre en cause la légitimité de cette stratégie, des régulateurs pourraient chercher à bloquer ou même à encadrer l'initiative au nom de la sécurité nationale, et surtout, des pays étrangers pourraient y voir une menace économique déguisée. Et vous voyez, c'est exactement ce qu'on a vu l'an dernier avec un autre acteur, l'Allemagne. À l'époque, Berlin a décidé de vendre 50 000 bitcoins sur le marché directement, sans passer par le marché OTC. Résultat, une chute brutale du prix, environ
30% de pertes en quelques semaines sur le marché. Et à l'époque, certains analystes ont avancé que cette vente n'était pas innocente. Elle visait peut-être à envoyer un signal ou à affirmer une opposition stratégique à l'influence du Bitcoin dans la sphère américaine. Maintenant, imagine qu'un autre pays veuille faire la même chose mais à une échelle beaucoup plus violente. Par exemple la Chine. La Chine, à aujourd'hui, détiendrait environ 200 000 bitcoins, soit plus de 20 milliards de dollars. Et les États-Unis ne vont pas de plus belle. C'est le moins qu'on puisse dire entre la guerre commerciale, les restrictions sur les semi-conducteurs, les tensions diplomatiques, le climat explosif. D'ailleurs, il y a quelques semaines, l'administration de Trump a révoqué les visas de milliers d'étudiants chinois, annoncé voulant retirer certaines actions chinoises des bourses américaines et évoqué des sanctions économiques renforcées. Alors dans ce contexte, est-ce que la Chine pourrait répliquer en liquidant ses bitcoins sur le marché, en provoquant une chute massive des cours façon Allemagne mais x4, et ce, juste pour nuire aux États-Unis? Ce n'est pas à exclure. Et souviens-toi, quand l'Allemagne a vendu 50 000 bitcoins, ça a suffi à casser le marché de moins 30%. Si la Chine fait pareil avec 200 000 bitcoins, on pourrait assister à un effondrement bien plus violent, avec effet domino sur la DeFi, les collatéraux et la confiance globale. Et ce n'est pas juste un scénario paranoïaque, c'est une conséquence, on peut le dire, logique du fait que le bitcoin n'est plus perçu comme un simple actif spéculatif, mais comme une arme stratégique. Et ce changement de perception, c'est un tournant dans l'histoire du bitcoin. Parce que d'un côté, ça peut oui renforcer sa légitimité à long terme, mais à court terme, ça l'expose à des risques politiques, à des attaques de réputation, voire à des guerres économiques utilisant bitcoin comme levier. Et comme on l'a vu dans les parties précédentes, une pression politique ou une vente massive peut suffire à déclencher une vague de liquidation, que ça soit en finance centralisée, en DeFi, sur les collatéraux institutionnels, qui ferait complètement plonger tout le marché. Parlons maintenant de la centralisation du minage. Un jour, Trump a déclaré vouloir que tout le bitcoin restant soit miné aux États-Unis. Et tu sais quoi? Si la tendance actuelle continue, il pourrait bien y parvenir. Aujourd'hui, les mineurs américains, en particulier ceux qui sont cotés en bourse, prennent une place de plus en plus grande dans l'écosystème. Fin 2024, ils représentaient près de 30% du hash rate global. Et il est très probable que ce chiffre ait dépassé le tiers en 2025. Et là maintenant, il faut comprendre ce que ça implique. Le hash rate, c'est la puissance de calcul globale du réseau Bitcoin. C'est ce qui garantit clairement sa sécurité. Mais si une entité contrôle plus de 50% du hash rate, elle pourrait manipuler la blockchain, c'est-à-dire réorganiser des blocs, censurer des transactions, ou pire, tenter une attaque à 51%. Alors oui, c'est théorique, mais quand on regarde qui contrôle ces parts de marché, ça devient beaucoup moins abstrait, car ces sociétés de minage cotées sont soumises à la régulation américaine, à la pression des actionnaires, et certaines sont partiellement détenues par BlackRock. Et là, ça devient très intéressant, et même un peu inquiétant. Pourquoi? Parce que BlackRock ne détient pas seulement des parts dans des sociétés de minage, elle est aussi derrière le plus gros ETF Bitcoin au monde, récemment lancé. Et dans les conditions de cet ETF, BlackRock se réserve le droit de choisir quelle version de la blockchain Bitcoin suivra. Autrement dit, en cas de hard fork ou de conflit sur la direction du réseau, BlackRock pourrait imposer sa version du Bitcoin à ses millions de détenteurs. Imagine maintenant, BlackRock détient une influence majeure sur les sociétés de minage. BlackRock pilote un ETF ultra dominant et BlackRock peut choisir le fork officiel qu'elle reconnaît comme Bitcoin. Ça commence à ressembler à une prise de contrôle douce, non? Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement américain, sous l'administration Biden, avait lancé l'idée d'un registre national de tous les mineurs de Bitcoin aux États-Unis. Tu vois où ça va, hein? Si le gouvernement sait où tous les mineurs sont, il peut théoriquement les contraindre ou les réglementer d'une manière très intrusive. C'est-à-dire en leur disant tu mines ce bloc ou tu fermes ton centre, tu refuses ce type de transaction ou tu perds ton autorisation. Et là, on entre dans un scénario où l'État pourrait indirectement manipuler le réseau Bitcoin. Pas via le code, mais via le contrôle physique et le réglementaire des infrastructures. Autre point critique à souligner, aujourd'hui la majorité des machines de minage, vous savez les fameux ASICs, sont fabriquées par Bitmain, une entreprise chinoise. Et là tu t'en doutes, avec l'escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine, c'est un point faible évidemment. Il y a déjà eu des problèmes de livraison bloqués, de tarifs douaniers, voire de pénurie. Et si la guerre commerciale s'intensifie, on pourrait voir une interdiction d'importer des ASICs en provenant de Chine, ou alors des retards d'approvisionnement massifs, et donc une incapacité des mineurs US à étendre leur capacité. Et qu'est-ce que ça provoquerait? Une perte de compétitivité, des difficultés à lever des fonds ou à emprunter, et in fine, des ventes forcées de Bitcoin pour survivre. Oui, encore une fois, vous avez vu, on retrouve cette boucle. Difficulté, vente de Bitcoin, pression sur le prix, liquidation, contagion, et ce n'est pas que théorique, les entreprises de minage US ont elles aussi pour beaucoup une stratégie de trésorerie en Bitcoin. Elles ne minent pas que pour revendre, elles stockent. Mais en cas de stress, elles seront obligées de liquider leur trésor de guerre, comme les entreprises qu'on a vues dans la partie 2. Donc le pire, c'est que même si à court terme, cette centralisation peut faire monter le hash rate, elle affaiblit en réalité la promesse initiale du Bitcoin. Un réseau neutre,
résistant à la censure, sans point de contrôle central. Passons maintenant à la partie 5, l'attaque quantique. C'est vrai, c'est un petit peu un scénario à la Matrix. Tu as sûrement déjà entendu parler de ce terme, ordinateur quantique. Et peut-être que comme beaucoup, tu t'es dit, oui, bon, c'est de la science-fiction. On a le temps. Et c'est là que se cache le vrai danger. Parce que ce scénario, s'il se réalise, pourrait littéralement remettre en cause toute l'infrastructure cryptographique sur laquelle repose Bitcoin. Commençons par le fond du problème. Le réseau Bitcoin repose sur deux choses. La preuve de travail pour sécuriser le réseau et surtout la cryptographie à clé publique et clé privée. C'est ce système qui permet de générer une adresse publique depuis une clé privée, d'envoyer des fonds en prouvant qu'on détient cette clé, mais sans jamais révéler cette clé. Or, un ordinateur quantique suffisamment puissant pourrait, en effet, et en théorie, reconstituer une clé privée à partir d'une adresse publique. Autrement dit, voler les fonds associés à n'importe quelle adresse Bitcoin dès qu'elle a été utilisée au moins une fois. Et là, tu commences à comprendre l'ampleur du problème. Ce n'est pas juste une menace future, c'est une épée de Damoclès qui plane sur des millions de bitcoins endormis, parfois depuis 10 ans ou plus. Car en effet, il existe une énorme quantité de bitcoins stockés dans des wallets qui ont déjà révélé leur clé publique au moment d'un seul envoi, mais n'ont jamais été bougés depuis. Et le problème, c'est que ces bitcoins, ils sont visibles, traçables et donc vulnérables. Alors tu vas me dire, ok, mais on n'a pas encore ce type de machine, si? Techniquement, non. Mais attention, les progrès en informatique quantique sont exponentiels. Et surtout, ce que tu vois dans les médias, les communiqués de Google, IBM, etc., est souvent largement en retard sur ce que développent les États ou les géants du renseignement. Et puis, il y a une chose qu'on oublie souvent. Plus Bitcoin devient puissant, mondial, systémique, plus les incitations à l'attaquer deviennent grandes. Imagine des États qui veulent casser sa neutralité, des banques centrales menacées par sa décentralisation, des services de renseignement qui cherchent des backdoors. Le premier acteur qui obtient une capacité de calcul quantique de cette ampleur a une arme stratégique entre les mains. Et c'est là que le Bitcoin pourrait en faire les frais. Mais alors que se passerait-il si un tel scénario survenait? Une partie des anciens Bitcoins, notamment ceux perdus depuis 2010-2011, pourrait être volés ou transférés. Ensuite, la confiance dans le réseau serait gravement ébranlée. Et pour finir, la communauté serait probablement forcée d'envisager un hard fork, c'est-à-dire une mise à jour du protocole, voire même de geler les bitcoins vulnérables. Et là, on entre dans une zone très dangereuse, car en figeant ou en supprimant une partie des bitcoins, on crée un précédent, celui d'un réseau qui change les règles du jeu, qui modifie potentiellement le nombre de bitcoins en circulation, et qui par conséquent met en péril la narrative des 21 millions intangibles. Tu vois donc le problème, ce simple acte même justifié pourrait casser la confiance fondamentale dans Bitcoin, et ce qui est terrifiant, c'est que la communauté commence doucement à en prendre conscience. Et il y a de plus en plus de discussions qui émergent. Faut-il mettre à jour le protocole? Doit-on créer une nouvelle version résistante au quantique? Est-ce que cela implique de sacrifier certains anciens bitcoins pour en sauver d'autres? Mais attention, ce genre de mise à jour ne se fait pas à la légère. Elle demanderait un consensus massif, risquerait de diviser la communauté et pourrait même provoquer un fork avec deux versions concurrentes de Bitcoin, un petit peu comme Ethereum et Ethereum classique. Et dans tous les cas, ce serait un événement traumatique pour le marché. Même si on y survit, il y aurait des paniques, des mouvements spéculatifs et probablement un effondrement du prix à court terme du moins. Maintenant, est-ce que ce scénario est pour demain matin? Non. Mais est-ce qu'il est inéluctable si rien ne change? Très probablement. Et comme pour le risque du levier ou de la centralisation, ce n'est pas une question de si, mais de quand. Maintenant, parlons de la dernière partie, le côté macroéconomique. On l'oublie souvent, mais Bitcoin n'évolue pas dans le vide. Ce n'est pas un actif isolé qui vit en dehors du système, au contraire. Il est profondément lié à la santé économique mondiale. Et c'est là que réside l'un de ses plus gros risques actuels, le contexte macroéconomique mondial. Quand on parle de macro, on parle de géopolitique, politique monétaire, guerre commerciale, dédollarisation, tensions entre blocs économiques, inflation, taux d'intérêt, dette souveraine, etc. Et tous ces éléments peuvent faire ou défaire la trajectoire du Bitcoin, vous l'avez compris maintenant. Mais ce qui est le plus troublant aujourd'hui, c'est que Bitcoin n'a pas encore trouvé sa place claire dans ce paysage. Parfois, il agit comme un actif spéculatif à haut risque, parfois comme une valeur refuge numérique. Mais le marché ne sait pas encore le définir et le classer clairement. Et ce flou en 2025 pourrait coûter très cher. Prenons un exemple simple, les taux d'intérêt. En période de taux bas, l'argent est abondant, la prise de risque est récompensée, le Bitcoin surperforme. Mais en période de taux élevés, d'incertitude économique et de contraction monétaire, Bitcoin peut être perçu comme trop risqué. Et là, il se fait massacrer comme n'importe quelle action. C'est exactement ce qu'on a vu en 2022-2023. Les taux montent, les marchés actions chutent, Bitcoin chute
encore plus fort, et pour cause, dans l'imaginaire collectif, Bitcoin est encore corrélé au Nasdaq. Il y a donc une espèce de pari à effet de levier sur la tech américaine. Ce lien n'est pas que psychologique en plus, il est aussi comptable. Des entreprises comme Tesla, Square ou MicroStrategy détiennent du Bitcoin en trésorerie, donc quand leurs actions se font liquider, évidemment leurs bilans sont sous pression et potentiellement leur stratégie Bitcoin aussi. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce qu'un autre phénomène pourrait bientôt frapper, le désengagement des capitaux étrangers vis-à-vis des actifs américains. C'est-à-dire qu'en fait certains analystes comme Russell Napier vont encore plus loin. Ils estiment que dans des années à venir, les fonds de pension étrangers pourraient être obligés de vendre leurs actions américaines pour acheter des obligations de leur propre pays, et ce, afin de soutenir artificiellement les taux sans imprimer de monnaie. Et si cela arrive, les plus gros indices US comme le S&P 500 subiront une pression massive. Et comme Bitcoin est toujours vu comme une extension de la tech US, il pourrait être entraîné dans la chute. À l'inverse, par contre, si Bitcoin parvient à changer cette perception, à être reconnu comme un véritable actif refuge, alors tous ces vents contraires pourraient devenir des catalyseurs. Pourquoi ? Parce que Bitcoin reste aujourd'hui le seul actif numérique qui peut être détenu sans aucun tiers de confiance, aucun intermédiaire, aucun risque de contrepartie, juste toi, ta clé privée et le réseau. Et dans un monde où les tensions géopolitiques explosent, la confiance entre pays s'effondre et où les monnaies sont utilisées comme des armes, un actif neutre incorruptible global devient précieux. Et si certains pays commencent à le comprendre, ils pourraient aller plus loin. Lancer des nœuds souverains, miner du Bitcoin pour sécuriser leur indépendance énergétique et financière, et accumuler des satoshi comme réserve stratégique, tout comme Trump l'a proposé. Mais tout cela ne se fera pas tout seul. Il faudra du temps, des crises, des chocs, évidemment des réajustements. Et entre-temps, Bitcoin sera baladé au gré des annonces de taux, des décisions des banques centrales, des tensions militaires. C'est pour ça qu'on dit que le facteur macro, c'est peut-être le test ultime de maturité pour Bitcoin. Donc pour conclure les amis, Bitcoin, vous avez vu, a survécu à des crashs, des interdictions, des forks, des faillites et même des guerres internes. Mais aujourd'hui, il entre vraiment dans une nouvelle ère. Une ère où ses plus grands risques ne sont plus techniques, mais systémiques, politiques, financiers et surtout humains. Et comprendre ces risques, ce n'est pas être pessimiste. C'est au contraire se positionner avec lucidité dans un marché devenu adulte. Que tu sois investisseur long terme, trader ou simple curieux, si tu veux naviguer ce marché intelligemment, tu dois intégrer ces 6 menaces dans ta réflexion. Levier, concentration, politisation, minage centralisé, attaque quantique, risque macro. Et parce que dans le prochain crash, car on va pas se mentir, il y en aura un, ce ne sera pas la faute du marché, mais la conséquence directe de ces dynamiques. Et donc ceux qui auront compris à l'avance ce qui est en train de se jouer seront ceux qui sortiront renforcés de la tempête. C'est exactement ce que je fais chaque semaine et ce que j'explique à ma communauté. Comment préparer des portefeuilles résistants à toutes les conditions de marché, lire les signaux faibles que 99% des gens ignorent, et investir stratégiquement, pas émotionnellement. Donc si tu veux aller plus loin que les vidéos, apprendre à investir avec méthode et ne plus dépendre des rumeurs Twitter ou TikTok, tu sais où me trouver. Tu as le lien de mon groupe Telegram privé dans ma bio YouTube.